Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, analysant les aspects de la pandémie du coronavirus dans la région. Bonjour et shalom, Gérard Rabinovitch. Bonjour, shalom. Gérard, vous êtes philosophe, plus particulièrement dans le domaine de la philosophie politique, et vous êtes aussi directeur de l'Institut européen d'études Emmanuel Levinas à Paris, et aussi auteur de plusieurs ouvrages traitant, entre autres, des origines socio-psychologiques, voire socio-psychanalytiques, des régimes totalitaires et de leur terrible potentiel de destructivité. L'un des phénomènes que vous avez observé lors de ces presque 2 mois de pandémie mondiale du coronavirus, c'est la manière dont les États totalitaires de la planète, comme l'Iran, voire la Chine, ont géré les désastres du corona. Et qu'est-ce que vous avez donc observé en ce qui concerne cette pratique des États totalitaires? Écoutez, dans notre champ de vision immédiat, dans les États totalitaires contemporains, au sens strict de l'État totalitaire, on peut dire qu'il y a d'un côté l'Iran et puis de l'autre côté la Chine, par exemple. Or, la Chine et l'Iran n'ont pas dû gérer par rapport à leur population interne de la même façon. Par contre, l'une comme l'autre se distinguent par la quantité inouïe de mensonges proférés et de déni de la réalité, en tout cas au moins dans l'expression publique. Et ça, c'est une constante des régimes totalitaires. C'est-à-dire que les régimes totalitaires n'ont… alors pour l'Iran, puisque ça concerne Israël de plus près, on a vu comment ils ont nié le crash de l'avion de la compagnie ukrainienne en janvier. On a vu comment ils ont étouffé le nombre de victimes lors des répressions des manifestations en novembre. On sait ce qu'il en est pour, évidemment, le programme nucléaire. Et on voit bien, de la même façon, ce qui s'est passé, comment, face à la pandémie, ils ont aussi… ils ont dissimulé… Exactement. C'est parce que je pense que une des caractéristiques des États totalitaires, c'est de revendiquer une perfection. Un bloc de perfection. C'est-à-dire que tout doit être blindé, carapacé, rivé. Et ce qui est le propre des régimes totalitaires, c'est qu'aucune entame n'est acceptable psychiquement et politiquement. L'un va avec l'autre, parce que toute entame détruirait la mobilisation totalitaire, la cohésion du discours totalitaire. Un verrouillage total. Donc l'entame, c'est leur angoisse. Et on l'a vu, et ça, par contre, on le voit aussi bien dans la façon dont le discours politique est produit en Chine comme en Iran. Là, c'est là qu'est la vraie similitude. Je pense que les Chinois ont probablement dû gérer vis-à-vis de leur population d'une façon différente et plus compétente que ce qui s'est passé en Iran. Oui, j'allais vous dire, même si évidemment à l'échelle de la Chine, du continent chinois, on pourrait dire le virus a été, je dirais, la pandémie a été endiguée plus ou moins. C'est pas du tout le cas en Iran. C'est-à-dire que État totalitaire, oui, mais politique dissemblable au niveau médical. C'est aussi des questions de culture et de compétences. Ça, c'est une évidence. Je veux dire que la Chine, elle a un arrière-fond de culture et de compétences qui est beaucoup plus grand et plus au point. En plus que la Chine, c'est un État à la fois totalitaire, léniniste, vraiment léniniste. Mais en même léniniste d'après totalement, oui, totalement léniniste et en même temps de la haute technologie. C'est plus les soviets et l'électricité, c'est le parti et la high-tech, je veux dire la Chine. Donc c'est quand même assez différent de ce point de vue-là. On n'a pas entendu un leader chinois dire que les Américains, parce qu'il faut revenir sur ce sujet, ont passé un accord avec les djinns pour combattre l'Iran. Parce que l'autre caractéristique des États totalitaires, c'est évidemment de s'inventer en permanence des ennemis et d'une projection paranoïaque de leur propre façon de concevoir le monde. Et l'Iran, évidemment,
se pense dans cette affaire-là l'ennemi, enfin, je veux dire, persécuté et victime des États-Unis, et la Chine est en train de raconter la même chose. Alors, bon, si on met donc avec des différences dans un certaine équivalence cette attitude des États totalitaires, à l'opposé l'opposé de ce qui se passe, avez-vous observé dans les pays de plus petite taille, évidemment, comme Taïwan, la Corée du Sud, qui ne sont pas, disons, des États totalitaires, et aussi Israël, d'une certaine manière? Alors oui, ça c'est une caractéristique qui est insuffisamment observée, me semble-t-il, en tout cas qui ne fait pas l'objet d'études ou de commentaires dans les médias occidentaux. On pourrait même presque dire l'inverse, c'est-à-dire que les médias occidentaux, par exemple sur Taïwan et la Corée du Sud, c'est le silence total. Hein, alors que c'est eux qui ont les premiers été confrontés à la sortie du virus vers l'extérieur de la Chine et qui l'ont géré avec une grande habileté. Alors, il y a une notion qui avait été popularisée comme titre d'un ouvrage, c'était Small is Beautiful. C'était un ouvrage d'un économiste qui s'appelait Ernst Schumacher. Et il défendait dans une espèce d'un peu de salmigondi christo-bouddhiste une Dans économie. C'est les années 70, fin c'est des ça, années... absolument, absolument. Et il prônait, c'était pas inintéressant, c'était un peu un pathos affligeant d'habiller, mais néanmoins il posait des questions qui n'étaient pas inintéressantes d'un point de vue économique, puisque il préconisait une sorte de décroissance durable, quoi. Je veux dire. Donc c'était des idées pas en soi rejetables, mais bon. En tout cas, il avait emprunté, si on peut dire, l'expression de Small is Beautiful à un penseur qui s'appelait Léopold Kohr. Et ce penseur, c'était un Autrichien qui avait été correspondant, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, du New York Times pendant la guerre d'Espagne. Il partageait le bureau avec Ernest Hemingway, avec André Malraux, et il a été le copain de Blair, Eric Blair, qui est connu sous le nom de George Orwell. Et c'était une espèce de philosophe anarchiste, très antifasciste et très anticommuniste, et qui a défendu au cours de sa vie et développer une pensée autour justement de la nécessité pour que les démocraties fonctionnent et pour que l'interface et l'interaction entre la société civile et sa gouvernance ne tournent pas à la domination et à la tyrannie, il fallait des entités nationales qui soient de petite dimension. Alors il s'était beaucoup inspiré, comme ça il avait eu un choc à l'occasion d'une visite du Liechtenstein. Il aurait pu aussi se référer à la République de Venise de cette façon. Mais il disait que il y a un volume, je dirais, nodal de population qui est idéal. Et ça nous intéresse parce que le volume idéal de population qu'il avait identifié, c'était entre 12 et 15 millions d'habitants. Et pour Israël, c'est intéressant de penser que c'est le volume idéal. Bon, peu importe, même si il y a l'idéal et puis il y a les choses autour. C'est un fait qu'on observe, c'est que ces petits pays comme Taïwan, la Corée du Sud et Israël à la fois sont confrontés immédiatement à leurs frontières à des menaces tangibles totalitaires, la Corée du Sud avec la Corée du Nord, Taïwan avec la Chine continentale, Israël avec l'Iran, et en même temps sont d'authentiques démocraties. Et ces démocraties-là, eh bien, elles ne craignent pas d'utiliser, par exemple, comme c'est le débat en France, des phénomènes de traçage, des technologies comme ça, de contrôle à un moment donné, parce qu'elles ne courent pas le risque d'un basculement dans un processus de domination ou de nouvelle tyrannie. D'oppression de la société. Oui, voilà. Et ça, c'est une chose très intéressante à observer parce que il y a le débat en France et la peur qu'il y a en France et en Europe occidentale sur l'usage d'un traçage technologique pour contrôler la pandémie. C'est un débat d'une population et c'est un débat politique qui tient à la fois peut-être à la grandeur et à la grandeur de ces pays, mais qui tient aussi à leur histoire.
Et leur pratique de la démocratie, en quelque sorte. Exact, c'est ce que je veux dire. Alors, vous avez aussi observé, parce que vous êtes un excellent observateur de ce qui se passe, vous avez d'ailleurs écrit 3 chroniques successives relatant les 3 dernières quinzaines depuis la mi-mars jusqu'aujourd'hui de ce coronavirus en Europe. Vous avez publié dans le site internet Délibéré, auquel on peut accéder, 3 textes très complets sur une sorte de journal que vous avez tenu au jour le jour sur les phénomènes. Ça m'a fait penser d'ailleurs, toute proportion gardée, aux écrits de Roland Barthes qui, dans son livre qui s'appelait Mythe, avait une observation à la fois sociologique et en même temps épistémologique. Et vous avez donc observé ce qui se passait sous vos yeux en France et ailleurs. Et l'une des choses que vous avez relevées, on s'en est entretenu en quelques mots lors de notre dernier rendez-vous, il y a 3 semaines, vous avez relevé que la notion talmudique du pikuar nefesh, ce qui signifie mise en danger de la personne, en ce qui concerne en tout cas Israël, mise en danger de la personne qui, d'après le Talmud, doit suspendre toutes les prescriptions de la loi juive pour préserver des vies, comme l'observance, d'ailleurs même l'observance du Shabbat, qui peut être suspendue. Eh bien, vous avez pu noter que cette notion aurait beaucoup influencé le comportement des autorités médicales israéliennes vis-à-vis de la pandémie. Est-ce que ça a joué, donc, d'après vous, Je pense qu'au niveau de l'État, sûrement. Peut-être que dans les poches, malheureusement, dans les poches comme Nebrak ou Meaché Harim, ça n'a pas fonctionné, ce qui est d'ailleurs pour moi incompréhensible. Paradoxal, incompréhensible que ça n'ait pas fonctionné là, parce que on serait attendu que ça soit là que ça fonctionne le plus. Mais il y a quelque chose à penser pour la société israélienne sur ce sujet-là et sur ce drame, parce que les informations que nous on a depuis Paris, c'est que 75% des gens qui sont atteints par le coronavirus en Israël viennent de ces quartiers, de ces secteurs de la société israélienne. Et je veux dire, ça c'est une vraie question. Mais en effet, le pikuar nefesh, c'est un juge Kojège qui vient au-dessus de tout. Et quand je l'ai abordé de cette façon, comme vous citez dans mes chroniques, c'est pour dire, mais ça suspend toute autre régulation, toute autre loi ordinaire du civil. Et en France, ça aurait dû. Et ça n'a pas fait. Parce qu'en France, et je reviens à votre question précédente à propos du Small is Beautiful, Léopold Kohr disait, dès que quelque chose ne va pas et ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose de trop gros, disait-il. Et en France, on voit comment l'État et l'appareil administratif et les grands appareils comme l'ARS de gestion de la santé sont tellement bureaucratisés et développés. Hypertrophiés, on pourrait dire. Ils sont hypertrophiés et ils ne peuvent plus gérer, et ils ne savent plus, ils n'ont même plus le personnel qui a la tête pour gérer cette chose-là. Or, le pikuar nefesh, ça fait loi par-dessus les lois, ça fait une espèce de surloi, si on peut dire, mais en même temps, c'est ce qui permet de libérer des contraintes ordinaires des administrations et des bureaucraties et de les mettre au service de cette loi, et non pas à leur propre service d'auto-engendrement. Parce que peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas des experts de cette notion talmudique, nous n'en sommes pas non plus, mais on connaît un petit peu le fond des choses, c'est que chaque vie doit être défendue. C'est ça que cela signifie. Oui. Donc forcément, d'ailleurs les commentaires disent que la Torah a été donnée pour vivre et pas pour mourir, et donc il est impossible de brandir des prescriptions de la Torah, de vouloir maintenir des prescriptions de la Torah coûte que coûte, de manière orthopractique, on pourrait dire, et dogmatique, à l'encontre de la vie. C'est la vie qui prime en quelque sorte. Oui. Et donc tout ce qui est le savoir humain et tout ce qui est l'administration humaine doit se mettre à ce service-là, et toutes les initiatives doivent aller dans ce sens-là. Alors là, vous voyez, Gérard, l'un des phénomènes que vous avez aussi relevé, on en avait parlé, on n'en avait pas parlé publiquement, et c'est le moment est venu, c'est que vous avez justement noté avec quelle rapidité l'État d'Israël avait presque aussitôt entrepris la reconversion
de certaines entreprises de fabrication d'armement, notamment l'entreprise, on peut en citer, mais il y en avait plusieurs, Rafael, qui fabrique des obus de chars savants et des missiles téléguidés, eh bien, pour que ces entreprises se mettent à produire des respirateurs et des ventilateurs d'air qui pourraient venir à manquer tragiquement à cette pandémie et qui auraient poussé le personnel médical à des choix très difficiles. Il y a eu un affolement au début, je me souviens encore il y a 15 jours, 3 semaines en Israël, en disant que si la pandémie augmentait, eh bien, on n'aurait pas assez de ventilateurs et ça serait très, très problématique. Or, tout d'un coup, en quelques journées, ce sont d'ailleurs des entreprises qui viennent, des initiatives qui sont pas venues ils sont venus de la base, c'est-à-dire par des collectifs entre ces entreprises et pas sur instruction gouvernementale. C'est assez remarquable. Et puis il y a aussi les activités du Mossad dont on connaît les exploits par rapport aux problèmes justement de sécuritaire, puis qui se sont mis en fait à faire jouer des liens et des relations pour acheminer toutes sortes de matériel dont on a besoin en Israël. Il n'y a pas de pénurie de masques en Israël et ça, c'était entre autres grâce aux tractations du Mossad. On a un phénomène typiquement israélien ici. Alors, on l'a de plusieurs façons. En vous écoutant, m'est revenu en tête un des slogans du Hamas qui disait « On aime plus la mort que les Juifs aiment la vie ». Eh bien, là, on voit, concrètement, Tarles, on voit ce qu'il en est. On voit ce que c'est que d'aimer la vie, c'est-à-dire d'être au service de ça, au service de la sienne et de celle de son environnement, et y compris dans la solidarité avec les organisations palestiniennes, et y compris du fait que des médecins de la bande de Gaza apprennent auprès de collègues israéliens comment gérer les questions de santé actuellement pour la bande de Gaza, et y compris la place qu'occupent les Arabes israéliens dans la médecine en Israël. Je veux dire, il y a là quelque chose qui est, comme on dit Shabbat, c'est un parfum des temps à venir, on pourrait dire que cette solidarité-là, cette collaboration-là, elle est comme un parfum des temps messianiques. Un parfum, je n'ai pas dit que c'était les temps messianiques qui arrivaient, je ne me mettrais pas du tout dans cette situation d'annonce. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est exactement ce que disait Isaïe au chapitre 2, au verset 4, quand il disait « De leurs glaives, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances de serpette et de leurs lances de serpette, et qu'un peuple ne tirera plus l'épée l'un contre l'autre. » On n'apprendra plus l'art des combats. On est obligé encore d'apprendre l'art des combats, mais il y a une capacité de reconversion immédiate. Et l'exemple que vous donniez de Rafael, des entreprises Rafael en Israël, est tout à fait manifeste de la chose. Ça. La capacité immédiate, ce qui dit que cette guerre-là n'est pas la capacité de se battre n'est pas une capacité pour la conquête, mais une capacité pour la défense. C'est-à-dire que l'esprit, dans le cas de la défense militaire, comme dans le cas de se convertir pour faire des respirateurs, ou la possibilité de Tsahal d'être une armée défensive, mais aussi de faire, par son savoir-faire, de la défense civile et du soutien aux populations, dit que le seul axe éthique qui les porte, c'est la défense de la vie. Et alors justement, j'ai oublié de citer un exemple tout récent. On a vu un reportage de télévision israélienne il y a quelques jours qui montrait que les grands handicapés de ceux qui doublement sont frappés dans leur vie quotidienne, ce sont notamment la population des sourds-muets en Israël. Et pourquoi ? Parce que les sourds-muets communiquent, comme vous le savez, avec un langage manuel, mais aussi de lecture des lèvres. Or, le port du masque empêche la lecture sur les lèvres. Et ce qui se fait passer d'extraordinaire, ça se passe de commentaires d'ailleurs, c'est que une mère de famille qui était enseignante à Beersheva, dans l'université de Beersheva, et qui savait qu'il y avait dans son université une unité de robotique tenue d'ailleurs par de très jeunes étudiants, elle a demandé à ce qu'ils mettent au point au plus vite un masque donc un masque respiratoire, comme on doit tous en porter à l'extérieur, mais transparent et qui ne produisent pas de buée. Eh bien, en quelques jours, il a fallu même pas une semaine, tous les cerveaux de cette petite unité qui font de la robotique et qui sont pas à un niveau, je dirais, de recherche internationale, mais on produit un masque
un masque de ce genre qui évacue la buée et qui permet, qui a été essayé d'ailleurs au bout de 8 jours et qui permet aux uns et aux autres dans la société, disons cette catégorie des sourds-muets, de pouvoir enfin recommuniquer avec leurs proches. C'est extrêmement émouvant une chose pareille parce que non, je ne connaissais pas cette histoire, je l'apprends et j'en suis émerveillé. Non seulement c'est émouvant, comme vous le dites, mais je dois dire que ça vient nourrir, alimenter, exemplariser quelque chose que j'essaie de défendre dans mes travaux, c'est-à-dire que le grand combat civilisationnel, ce n'est pas entre les grandes régions civilisationnelles, c'est à l'intérieur de chacune des grandes civilisations, entre civilisation de vie et civilisation de mort, entre ce qui est jouissance de mort et éthique de vie. Or là, c'est un exemple magnifique dans sa métonymie et dans son petit segment de ce que c'est que la mobilisation pour la vie. Pour la bonne vie, vous dites. Oui, la bonne vie, qui est un concept de philosophie politique, comme vous le savez. Eh bien, écoutez, à vrai dire, on reprendra sans doute notre dialogue. Nous avons même dépassé le temps imparti à notre magazine. Je vous remercie, Gérard, pour ces remarques et on se donne rendez-vous dans quelques temps en espérant que, si c'est d'ici quelques semaines, eh bien, on tirera déjà un bilan de cette pandémie, bien que rien n'est joué nulle part encore et que on se méfie aussi bien en Israël qu'en Europe sur des retours qui pourraient être dangereux. En tout cas, merci et à bientôt et bonne semaine. Merci à vous. Merci.